Deux flottes, l'une britannique de 795 bâtiments, l'autre américaine de 580, approchent des côtes de la Sicile. Un célèbre correspondant de guerre écrit que les flottes ressemblent à des villes en mouvement. Elles transportent 150 000 hommes. Nous sommes le 10 juillet 1943 et l'on assiste à l'une des plus importantes opérations amphibies de toute la guerre. L'invasion de l'Italie commence sous le nom d'opération Husky. En 1922, Mussolini avait instauré un régime totalitaire, le fascisme. En 1936, il agrandit l'empire italien de l'Éthiopie et en 1939 de l'Albanie. En juin 1940, rêvant de rattacher à l'Italie Nice, la Corse et la Tunisie, il entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. Mais ses troupes, jusqu'ici, n'ont subi que des défaites. La capture de 8 divisions de l'Axe en Tunisie laissait l'Italie et les îles italiennes avec des défenses amoindries. Aussi, les Alliés décidèrent-ils d'envahir la Sicile de façon à rendre plus sûres les lignes de communication à travers la Méditerranée et de prendre pied dans la forteresse Europe. Les services médicaux sont prêts à débarquer aux côtés des soldats en prévision de rudes combats. La garnison italienne de Sicile se compose de 4 divisions de campagne et de 6 divisions de défense côtière. Elle est épaulée par 2 divisions allemandes, dont la Panzer-Division Hermann Göring, et par un petit nombre d'escadres aériennes de la Luftwaffe. La 8e armée, aux ordres du général Montgomery, touche terre entre Syracuse et le cap Passero. La 7e armée américaine, aux ordres du général Patton, aborde entre Licata et Skoliti, son premier objectif étant le port de Gela. Le général Patton débarqua avec les unités de tête. Les matériels furent rapidement déployés sur les plages et la 7e armée se fraya un chemin sur Gela. La population lui fit un accueil chaleureux. La contre-attaque lancée le 2e jour par les chars Tigre de la division Hermann Göring fut repoussée. L'artillerie navale apporta un puissant concours aux troupes au sol. Les blindés et les véhicules de la 7e armée quadrillèrent rapidement la ville de Gela, ne négligeant aucune ruelle. La précision des tirs alliés était redoutable, comme le démontre la destruction de ce train blindé italien. Mais la plupart des dommages infligés à la ville étaient dus aux Allemands. L'infanterie américaine progressait prudemment dans la ville, maison par maison, rue par rue, à la recherche des tireurs isolés. Mais elle ne rencontrait que des visages souriants et des habitants heureux de l'arrivée des Alliés. Les troupes italiennes se rendaient sans combattre. Le bruit commençait à se répandre que Mussolini avait été démis de ses fonctions par le roi et que le maréchal Badoglio, nouveau président du Conseil, négociait les termes d'un armistice avec les Alliés.
Bientôt, l'ensemble des villes côtières fut entre les mains des Américains et des Britanniques. Patton et Montgomery chassaient devant eux les troupes allemandes en direction de Messine. Le 17 août 1943, Patton entrait dans Messine avant Montgomery qui avait été bloqué par les Allemands dans la région de Catane. La prochaine étape était le sud de la botte italienne. La guerre allait maintenant être livrée sur le continent européen. Un calendrier fut mis au point. Le 3 septembre, les Britanniques débarqueraient à Reggio et le 9 à Tarente. Le 9 également, la 5e armée anglo-américaine du général Clark débarquerait dans le golfe de Salerne. Dans l'après-midi du 8 septembre, les convois furent attaqués par l'aviation allemande. Mais l'armada alliée ne subit pas de trop gros dommages. Pour les chefs d'état-major alliés, le débarquement en Italie avait pour but de fixer le plus grand nombre de divisions allemandes dans la perspective du débarquement principal en Normandie. Au demeurant, la troupe n'avait que faire en cet instant des objectifs stratégiques. Son objectif immédiat était de débarquer dans les meilleures conditions et de livrer un assaut sur des côtes défendues par l'ennemi. En règle générale, l'artillerie navale prépare le terrain pour les premières vagues d'assaut en pilonnant les positions ennemies. Mais Clark voulait un effet de surprise et il interdit à la marine de déclencher un bombardement préliminaire. Aussi, les barges de débarquement tombèrent-elles sous un feu d'enfer et les troupes subirent-elles de lourdes pertes. Les 2 divisions britanniques du 10e corps du général McCreary débarquèrent sur les plages situées au sud de Salerne. Elles rencontrèrent dès le départ une vive opposition. Le débarquement du 6e corps américain du général Dowley se déroula sur 4 plages à proximité des célèbres temples grecs de Pestout. Après avoir atterri sur le rivage sous un feu intense, les troupes furent soumises à plusieurs attaques aériennes. À la tombée de la nuit, l'aile droite américaine avait progressé d'environ 8 km à l'intérieur des terres, mais l'aile gauche était encore rivée près des plages. Au terme du 3e jour, les Alliés étaient toujours confinés dans 2 étroites têtes de pont séparées, alors que les Allemands tenaient encore les hauteurs avoisinantes. Le 13 septembre, la 29e division de Panzer grenadiers et la 16e division de Panzer passèrent à la contre-attaque et pénétrèrent dans les lignes américaines jusqu'à 800 mètres des plages. Les troupes allemandes furent soumises à un dur pilonnage des canons de la marine et durent se retirer. Le 16 au matin, les Allemands lancèrent une nouvelle offensive qui échoua. Le maréchal Kesselring, commandant en chef des forces de l'Axe en Méditerranée, autorisa alors une retraite progressive vers le nord, ce qui permit aux Alliés d'accélérer leur avance vers Naples. Les Alliés s'étaient emparés de 2 terrains d'aviation, mais ces derniers furent soumis à des tirs allemands d'une telle précision qu'ils devinrent inutilisables. Les troupes au sol furent également sévèrement touchées. Un hôpital de campagne fut établi dans les environs d'un temple grec
et les infirmières se dévouèrent pour soigner les blessés avec un courage remarquable. En dépit de pertes nombreuses, l'esprit n'était pas au recul. Clark, commandant de la 5e armée, rencontra près de Salerne le général Alexander, commandant le groupe d'armées. L'ordre donné à la suite de cet entretien était clair: avançons. Et c'est à quoi s'évertuèrent les troupes alliées, faisant, au cours de leur progression, de nombreux prisonniers. Les cieux étaient souvent encombrés, mais il y avait toujours de la place pour un nouvel avion qui était salué avec joie par la troupe lorsqu'il se révélait être un avion allié. Bien que Kesserling ait fait tout son possible pour exploiter la progression très lente de Montgomery depuis Reggio, il était clair que les Allemands ne pouvaient se maintenir longtemps dans la région du golfe de Salerne au risque d'un encerclement par la 8e armée. Kesserling ne disposait d'ailleurs pas de troupes assez nombreuses pour parer à cette menace. Mais la poussée des Alliés ne s'opéra pas assez vite pour inquiéter la retraite allemande. En outre, Kesserling disposa de petites unités sur ses arrières pour freiner l'avance de Clark et de Montgomery au moyen d'embuscades et de contre-attaques. Les civils cachés dans les caves pendant les combats commençaient à réapparaître, transportant souvent sur leur tête ce qu'ils avaient pu sauver. Le moral des Alliés remontait lentement. À l'évidence, des contre-attaques dispersées n'étaient pas de nature à barrer longtemps la route du premier objectif, Naples. C'est le moment que choisit Clark pour adresser un bref message à ses soldats. Nous sommes ici pour y rester. Les Allemands étaient également déterminés à y rester eux-mêmes. L'image de Naples était maintenant dans l'esprit de chaque soldat allié. Certaines unités particulièrement éprouvées furent mises au repos. Des troupes fraîches, en provenance d'Afrique du Nord, prirent la relève. Pour les braves jeunes gens qui débarquaient à Salerne, le moment du repos était encore lointain. Près de Salerne, les Alliés firent prisonniers des soldats appartenant aux unités qui avaient rendu leur avance si difficile. La progression des unités alliées demeura lente jusqu'au 26 septembre. Les villes et les villages étaient enlevés les uns après les autres, parfois avec des pertes sévères. Les civils semblaient comprendre que les destructions étaient le prix à payer pour la libération de leur pays. Mussolini avait maintenant lâché prise, c'était maintenant au tour des Allemands. À partir du 27 septembre, les Allemands disparurent du champ de bataille. Le principal obstacle rencontré par les Alliés était les mines. Ces dernières se révélèrent être également meurtrières pour la population civile. La route de Naples s'ouvrait maintenant aux armées alliées. Elles traversèrent Eboli, les faubourgs de la ville. Partout, les ruines retenaient le regard. Dans leur retraite, les Allemands avaient détruit tout ce qui aurait pu servir aux Alliés, en particulier les ponts et les routes. Le 1er octobre 1943, les éléments de tête du 10e corps d'armée du général McCreary entrèrent dans Naples. Même dans Naples, les Alliés eurent à souffrir des mines et des bombes à retardement. Le port de Naples avait été saboté par les Allemands, il fallait que les Alliés réparent. Les Allemands étaient allés jusqu'à faire sauter l'aqueduc qui alimentait la ville en eau potable.
Dans le même temps, Américains et Britanniques avaient repris leur progression vers le nord. Une nouvelle semaine s'écoula avant qu'ils n'atteignent la ligne du Volturno. Il avait fallu 3 semaines à la 5e armée pour atteindre Naples, son objectif initial, et cette avance lui avait coûté 12 000 hommes. L'aéroport de Foggia avait heureusement été capturé presque intact par les Britanniques. Il fut rapidement remis en service. L'avance vers Rome, le deuxième objectif, se heurtait à de nombreux obstacles faits de rivières et de montagnes. Eisenhower et Clark se rencontrèrent à Naples pour mettre au point les différents plans d'attaque. Des troupes fraîches renforcèrent la 5e armée. Les soldats qui s'étaient contentés depuis des semaines de boîtes de corned beef mangeaient maintenant avec délice des légumes frais qui étaient réapparus sur les marchés. Des convois mortuaires traversaient parfois les agglomérations, interrompant la marche des Alliés vers Rome. Le général Clark, commandant la 5e armée, inspecta un grand nombre d'unités qui s'apprêtaient à gagner le front. Les Allemands avaient reçu l'ordre d'épargner les monastères, les églises, les musées, les hôpitaux et les monuments historiques. Mais tout ce qui pouvait servir aux Alliés devait être détruit. Ponts, routes, usines, fabricants du matériel de guerre, etc. Au fur et à mesure que les Alliés progressaient vers le nord, les Allemands envoyaient des renforts vers le sud. Les hôpitaux de campagne alliés soignaient de nombreux soldats allemands. L'armée américaine avait mis sur pied quelques unités de cavalerie. Les patrouilles de reconnaissance à cheval pouvaient sillonner les chemins impraticables aux véhicules. Les Allemands ne perdirent pas de temps et fortifièrent les rives nord de la rivière Volturno, premier grand obstacle avant le Garigliano et le Rapido vers la route de Rome. Au début du mois d'octobre 1943, les forces alliées avaient atteint leurs objectifs initiaux. La 8e armée britannique tenait solidement le terrain d'aviation de Foggia. La 5e armée américaine contrôlait Naples. La 10e armée allemande du général von Wittinghoff, pour sa part, se renforçait chaque jour davantage derrière le Volturno. Le génie de la 5e armée était à pied d'œuvre. Les pluies d'automne avaient transformé le Volturno en un torrent furieux. La plupart des ponts enjambant la rivière avaient été détruits. En 2 jours, le génie construisit 2 passages et les unités anglaises furent les premières à traverser la rivière. La campagne d'Italie rassemblait des hommes d'origines très diverses. Gurkhas, Indiens, Néo-Zélandais, Français, Sud-Africains, Américains, certains d'origine japonaise, tous aussi courageux les uns que les autres. Des soldats appartenant à l'arrière-garde de l'armée allemande étaient faits prisonniers. L'attaque de la 5e armée contre la ligne du Volturno fut déclenchée dans la nuit du 12 octobre. Le 18 octobre, les 3e et 34e divisions américaines furent dirigées sur Dragoni. Le jour suivant, la ville fut occupée sans opposition. Les combats réduisaient les villages à l'état de ruine et les populations étaient évacuées. L'artillerie continuait à bombarder les alentours de Dragoni. L'infanterie progressait dans un terrain difficile et s'emparait des villages les uns après les autres.
Les ponts démolis par les Allemands étaient réparés par le génie dans des temps records. Le réseau d'eau intentionnellement pollué par les Allemands posait également des problèmes. Chaque jour, le génie réussit à transporter 80 000 litres d'eau potable en première ligne. Pour le ravitaillement en essence, un pipeline fut construit. Le carburant était versé dans des containers de 25 litres. Ces procédés évitaient la construction de dépôts d'essence très vulnérables. Mais la pluie ne cessait de tomber. En novembre, un ouragan transforma le Volturno en torrent. Les ponts se brisèrent, l'eau envahissait les bivouacs, les routes devenaient impraticables. Les véhicules étaient noyés dans une mer de boue. Le travail consistant à les dégager occupait des journées entières. À la mi-novembre, les opérations étaient au point mort. Un temps précieux avait été perdu. Des tonnes de pierres furent répandues sur les chemins pendant que le général Clark réorganisait ses troupes en vue de relancer l'offensive. Bien souvent, seules les mules pouvaient passer. Chacune pouvait porter 100 kilos. Il fallait 250 mules pour ravitailler un régiment. Sur les terrains plats, les camions purent bientôt se frayer un chemin, mais dans les pentes, seules les mules pouvaient passer. Clark reprit l'offensive à l'ouest des Apennins le 2 décembre en direction du Monte Maggiore et du Monte Camino dont il s'empara le 6. C'est au cours de cette opération que pour la première fois, une brigade d'infanterie italienne se battit aux côtés des Alliés. Avant la seconde semaine de janvier, l'offensive avait fait long feu. Le Monte Lungo et le Rapido n'avaient pas été atteints. Les pertes étaient si sévères que l'opération pour s'emparer du Monte Lungo fut remise et que Clark décida de s'emparer d'abord du village de San Pietro au pied de la montagne. L'artillerie américaine entra en action.
Les parachutistes furent engagés. Il s'agissait des survivants de l'opération aéroportée lancée lors du débarquement en Sicile. Mais les paras durent bientôt s'abriter pour échapper aux tirs ajustés de l'aviation allemande. Sur l'étroite route minée qui conduisait à San Pietro, 16 chars se frayaient un passage pour appuyer l'infanterie. L'artillerie britannique prenait elle aussi position autour des bourgs et des villages dont la prise était estimée cruciale pour permettre la progression sur Rome. Sur un des aérodromes stationnait un escadron composé entièrement de pilotes noirs américains. Cette unité, connue sous le nom de Tuskegee, avait effectué pas moins de 236 missions en Afrique, en Méditerranée et en Italie. Sous les feux de l'artillerie, les unités affluaient de toutes parts pour renforcer les premières lignes. Mais ni l'artillerie, ni les bombardements aériens ne semblaient avoir quelque effet que ce soit sur l'ennemi qui s'était enterré. Il revenait donc aux fantassins de chasser les Allemands de leurs repères, et il fallait pour cela qu'ils progressent dans un terrain truffé de mines et de pièges. Le 8 décembre, les Américains attaquèrent San Pietro, une ville qui contrôlait la route numéro 6 menant à Rome. Plusieurs bataillons tentèrent de percer les lignes ennemies. Mais l'avance des fantassins fut rapidement stoppée par les Allemands. Les chars qui se dirigeaient vers San Pietro reçurent l'ordre de pénétrer dans la ville afin de localiser les armes lourdes qui empêchaient les fantassins de progresser et de les détruire. Le chemin qui mène de la vallée du Liri à San Pietro, étroit et sinueux, était sous l'observation directe de l'ennemi. Les chars entreprirent d'utiliser cette route pour gagner la ville. 3 réussirent à atteindre les faubourgs de San Pietro, 2 d'entre eux furent détruits et le 3e portait disparu. 5 chars touchés furent abandonnés par leurs équipages, 5 autres chars furent détruits par l'artillerie allemande avant d'avoir pu dépasser les lignes alliées. 3 autres enfin retournèrent au cantonnement. Mais heureusement, le Monte Lungo, position clé de la défense ennemie, avait fini par tomber entre les mains des Américains. Ne tenant plus les hauteurs, la position de San Pietro devenait intenable pour les Allemands. Ils commencèrent les préparatifs de repli. Le plus souvent, le repli d'une armée s'accompagne d'une contre-attaque afin de couvrir cette délicate manœuvre. Et en effet, la première contre-attaque eut lieu quelques heures plus tard.
Après 5 heures de combat acharné, les contre-attaques cessèrent. Les Alliés effectuèrent sans perdre de temps un bond en avant. L'infanterie pénétra dans San Pietro. Les maisons furent soigneusement fouillées pour neutraliser les mines et les pièges laissés derrière eux par les Allemands. Certaines mines étaient à retardement et réglées pour exploser plusieurs jours plus tard. Quelques-unes d'entre elles avaient été placées à l'intérieur de murs préalablement creusés, puis rebouchés à l'aide de briques et de plâtre. L'aviation allemande se manifesta une dernière fois en bombardant San Pietro, mais sans faire grand mal. Beaucoup de femmes avaient à déplorer la mort de leurs enfants victimes de l'aviation et de l'artillerie. L'un des titres de consolation pour ces pauvres familles était de voir que leurs compatriotes étaient maintenant engagés aux côtés des Alliés. Le général Eisenhower, commandant suprême de l'armée alliée, vint s'adresser aux cadres et à la troupe dans les zones de combat. Depuis les hauteurs, il pouvait suivre les tirs d'artillerie amis qui tombaient sur la ville de San Vittore, le prochain objectif. Plus à l'est, d'autres unités de la 5e armée progressaient vers le Rapido. Au cours des combats rendus pénibles par la neige, la 2e division d'infanterie marocaine du général Dodi, placée aux ordres du 6e corps américain, s'empara de vive force dans la deuxième partie du mois de décembre 1943 des massifs du Pantano et de la Ménarde. On voit les Marocains progressant sur les pentes neigeuses recouverts de leur djellaba. Mais l'avance sur l'ensemble du front fut coûteuse et lente, et le commandement entrevoyait maintenant clairement que la victoire ne pourrait être obtenue par le moyen de seules poussées frontales. Avec l'approche des fêtes, la 5e armée fit un gros effort pour procurer à chaque combattant un repas de Noël digne de ce nom. Fabriqués dans des cuisines de campagne, les repas étaient placés dans des boîtes hermétiquement fermées et emmenés en jeep aux différents emplacements du front. Mais les jeeps ne pouvaient accéder partout et ont dû parfois faire appel aux mules. Lorsque les mules ne pouvaient passer, c'étaient les soldats eux-mêmes qui se chargeaient du transport. Les fêtes de Noël et du jour de l'an furent célébrées sur l'ensemble du front de la 5e armée dans les montagnes enneigées d'Italie. Mais Noël ne fut pas fêté par tous de la même façon. Les corps des soldats tués au cours de la bataille de San Pietro furent transportés à l'arrière. En raison des difficultés du terrain, il fallut 3 jours avant qu'ils ne puissent recevoir la digne sépulture à laquelle ils avaient droit. Puis il y eut une très courte période d'inactivité. Elle fut mise à profit pour faire venir des troupes fraîches et préparer la phase finale de la campagne. L'attaque du village de San Vittore donna le signal de la reprise des combats en 1944. La fumée s'élevait des rues et des maisons du village. Les obus tombaient aussi sur les retranchements ennemis creusés sur les hauteurs environnantes. En plus de l'artillerie, les mortiers, armes précieuses entre toutes dans les régions de montagne, furent amplement utilisés.
Les bombardiers participèrent aussi à l'attaque et contribuèrent à détruire les centres de résistance les plus coriaces. L'infanterie profita de la couverture aérienne et progressa rapidement en direction du village. Après 3 jours de combat, toute résistance avait cessé. Les Alliés s'étaient emparés d'une grande quantité de matériel au cours des différents combats et plus de 2000 hommes avaient été faits prisonniers. Mais le 20 janvier 1944, l'attaque du 2e corps américain à travers le Rapido se solda par un coûteux échec. La vallée du Liri était fortement défendue par les 29e et 90e divisions de Panzer grenadiers et par des éléments de la division Hermann Göring. Toute tentative de progression se heurtait aux défenses de Monte Cassino, dont la valeur avait été sous-estimée. La résistance des Allemands incita les Alliés à monter une manœuvre ambitieuse, consistant à prendre à revers les positions ennemies sur la ligne Gustave, ligne de défense établie par les Allemands et qui s'étendait de l'Adriatique à la mer Tyrrhénéenne en longeant le Garigliano et le Rapido et en s'appuyant au centre sur le défilé de Cassino. Le 22 janvier 1944, les Américains débarquaient à Anzio, port situé au sud de Rome. Kesselring, commandant en chef en Italie, fut pris par surprise car il escomptait un débarquement au nord de Rome. Les opérations à Anzio de débarquement du 6e corps américain se déroulèrent sans encombre. Mais la réaction allemande fut à la fois rapide et résolue. L'ordre était d'empêcher le général Lucas, commandant le 6e corps, de déborder le périmètre étroit de la tête de pont. Le second jour, les bombardiers allemands se manifestèrent. Les barges de débarquement subirent des pertes. Mais les Allemands ne furent pas en mesure d'empêcher le débarquement des troupes. Celles-ci se frayèrent un chemin à travers les champs de mines qui parsemaient les plages et occupèrent rapidement la ville d'Anzio. Les soldats allemands faits prisonniers furent rassemblés dans des barges pour être conduits à l'arrière. Kesselring avait réorganisé son dispositif d'une manière remarquable. Il avait barré la route de Rome en encerclant Anzio et en transformant en forteresse le Monte Cassino et les hauteurs avoisinantes. La ville de Cassino s'étend au pied de la montagne où avait été construit l'antique monastère fondé en 529 par Saint Benoît. L'impressionnant monument contenait d'innombrables trésors. Les Allemands persuadèrent le père abbé de les mettre à l'abri. Ils furent chargés dans des camions et transférés à Rome. Les Alliés essayèrent à diverses reprises de s'emparer de Cassino et du monastère, mais sans résultat. Il fut alors décidé de ne pas donner suite à la requête du Vatican, d'épargner le monument. Des tracts incitant la population à quitter les lieux furent lâchés. Puis, les bombardiers entrèrent en action. L'artillerie pilonna la ville et les hauteurs du mont.
Mais les parachutistes allemands, commandés par le général Heydrich, se battaient avec courage. De leur position retranchée, ils interdisaient toute approche alliée. Malgré cela, la 3e DIA du général de Montsabert s'était emparée fin janvier du Belvédère, massif dominant le Haut-Rapido. Les pilotes de bombardiers pouvaient constater qu'il ne restait plus grand-chose de la ville et de l'antique monastère. Au nord de Rome, les bombes détruisirent 2 ponts d'une grande importance stratégique. La dernière bataille commença le 11 mai, le long de la ligne Garigliano-Rapido. Le 8e tirailleur ouvrit la brèche en s'emparant du mont Majo, clé de voûte du système de défense allemand. Puis, les divisions françaises foncèrent à travers les monts Orensi et Ozoni. Cette action fulgurante permit au 2e corps américain d'opérer la jonction avec le 6e corps d'Anzio et à la 8e armée britannique de déboucher sur le Liri. L'aile droite allemande s'effondrait et Kesselring, pour éviter l'encerclement, n'avait plus qu'à donner l'ordre de repli. Le 25 mai, les Américains faisaient leur liaison avec les troupes débarquées à Anzio. Les Allemands étaient en retraite. La victoire du Garigliano, remportée par le général Juin, avait permis d'amorcer la marche sur Rome. Le 18, les Polonais pénétraient dans les ruines du monastère de Monte Cassino, abandonné par les parachutistes allemands au cours de la nuit. La course vers Rome s'engage. Chacune des 3 armées alliées veut être la première à faire son entrée dans la ville éternelle. Les Britanniques prennent du retard, les Français doivent ralentir l'allure pour maintenir leur alignement. Les Américains, soutenus par leur aviation, foncent sur Frascati et pénètrent dans Rome, les premiers, le 5 juin. 12 000 soldats allemands sont faits prisonniers. Les colonnes de prisonniers doivent dégager les routes qui mènent à Rome afin de les rendre utilisables par les Alliés. L'entrée dans la ville éternelle est triomphale. Rome est la première capitale européenne libérée. Une partie de la population civile avait vécu sous la terreur pendant les années de guerre. Maisons pillées par les fascistes, hommes envoyés de force travailler en Allemagne, résistants mis à mort ou conduits dans des camps de concentration. L'arrivée des Alliés à Rome est donc un joyeux événement. Les drapeaux des pays libérateurs sont hissés sur les monuments publics, donnant au peuple de Rome le signal de la fin de la tyrannie. Pas moins d'un demi-million d'hommes et de femmes se rassemblent sur la place Saint-Pierre pour entendre le discours du pape. Remercions Dieu, proclama Pie XII, d'avoir épargné à Rome les horreurs de la guerre. Nous devons maintenant prouver notre reconnaissance au Seigneur en faisant la charité et en cessant de nous haïr et de nous insulter les uns les autres. Les Alliés reprirent leur course en avant. Mais Kesselring avait eu le temps d'édifier une nouvelle ligne de défense, la ligne gothique. Les Alliés progressèrent le long de l'antique Via Cassellina dans un terrain montagneux qui permit aux Allemands de mener un combat retardateur efficace. La 5e armée américaine et la 8e armée britannique unirent leurs efforts pour venir à bout de la ligne gothique. Chars et mortiers brisèrent les défenses du centre, les Alliés franchirent les fossés anti-chars, la vallée du Pô était maintenant le prochain objectif.
Pendant ce temps, Mussolini avait été libéré par un raid audacieux des parachutistes allemands. Il avait immédiatement renoué avec Hitler et formé un gouvernement fasciste dans le nord de l'Italie. Le 26 avril 1945, sa voiture fut prise dans une embuscade tendue par des partisans. 2 jours plus tard, ligoté, le Duce et sa maîtresse furent mis à mort. Leurs corps furent pendus par les pieds à des crocs de boucher sur une place de Milan. Les partisans s'en prirent un peu partout aux fascistes, accusés de trahison. Ils furent poursuivis, malmenés et certains massacrés. En dépit des appels du pape à la réconciliation, bien peu de partisans oublièrent les exactions commises par les fascistes. Le pape avait remercié Dieu d'avoir épargné Rome, mais toutes les villes italiennes n'avaient pas eu la chance de la ville éternelle. Il fallait maintenant déblayer les nombreuses ruines et reconstruire.